Bonjour tout le monde, bienvenue à mon épisode 2 du podcast Inspiration Santé. Alors aujourd'hui, je reçois Ingrid Follem, qui est médecin de famille et omni-accoucheur, médecin de famille omni-accoucheur. Oui, c'est bon. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler de la conciliation pour un athlète travail-famille. Alors, je te considère comme une athlète, Merci. si tu ne le savais pas. Puis, dans le fond, elle ne m'a pas accouchée. Je l'ai rencontrée aux courses RX1. Alors, à chaque dimanche, on se rencontrait, on appelait ça la messe. Oui. Puis, on allait courir en trail. Et leur gang m'a invitée. Puis, moi, je l'ai vue avec son bébé dans le porte-bébé. Puis, je me disais, oh my God, cette femme est incroyable. Elle faisait des 5-10 km. C'est pas d'excuse, elle est là, pas de gardienne, monoparentale, elle vient avec son bébé. Fait que tout de suite, je suis allée voir l'espèce de coach en chef, puis j'ai demandé c'était qui, cette fille. Puis là, elle me dit médecin, puis là, elle me conte un peu son histoire. Fait que j'ai été inspirée dès le début. Après, on a eu la chance de se parler, puis je l'ai invitée sur le podcast. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Ingrid, j'aimerais comprendre aussi le sport. Ça a pris, je pense, une place dans ta vie dès ton jeune âge. Fait que, explique-moi un peu comment ça a commencé. Oui, bien, en fait, je me rappelle, peut-être 4-5 ans, là, ma mère, elle m'avait inscrit gymnastique et natation. Puis après une session, elle dit, ben, tu sais, choisis celui que tu préfères. J'ai choisi la gymnastique. Puis rapidement, comme j'ai monté dans le compétitif, donc pas mal toutes mes années primaires, j'ai compétitionné. Puis j'ai été recrutée là, pour faire le sport-études en gymnastique à Québec. Malheureusement, après mon première année de secondaire 1, on n'avait plus vraiment d'argent pour que je continue à m'entraîner. Donc, j'ai dû prendre une pause. J'ai arrêté. C'était très difficile. Donc, secondaire 3, j'ai recommencé à m'entraîner, mais à un plus bas niveau, mais encore du compétitif. Puis, je coachais en même temps. Donc, j'ai passé mon école secondaire au gymnase où je coachais. Je m'entraînais les lundis, mercredis, vendredis, samedis, puis je coachais les mardis, jeudis, dimanches. Donc, j'arrivais à payer pour mes cours, puis avec l'aide de mes parents aussi, là, comme ça. Fait que le sport prenait vraiment une grande place au secondaire dans ta vie. Ouais. Est-ce qu'à cette époque-là, tu savais que tu allais devenir médecin? C'est au secondaire, je viens d'une famille très moyenne, là. Personne n'était en médecine dans ma famille, sauf la blonde à mon frère là, du temps. Puis elle est pédiatre et c'est elle qui m'a, comme je trouvais ça cool. Puis j'avais vraiment un intérêt à l'école, là, vraiment, une facilité aussi. Oui. Donc ça aide, ça rend la chose possible, je dirais. Mais ça m'intéressait vraiment beaucoup, là, la biologie et tout ça. J'avais eu aussi un gros accident quand j'avais 5 ans. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Fait que je pense que ça m'a inspiré aussi ce milieu-là. J'ai aimé ça. Fait que je savais que c'était là-dedans que je voulais travailler, là. Fait que là, tu finis, mettons, ta gymnastique. Là, après, qu'est-ce qui se passe, là, mettons, collégial, là, au niveau sportif? Bien, collège, j'ai continué à coacher et m'entraîner. Donc, j'ai compétitionné jusqu'à la fin de cégep. Puis, je suis venue à l'université. Je pense que si j'avais resté à Québec, j'aurais resté dans ce sport-là. J'aurais continué à coacher et tout ça. Par contre, l'école m'a amenée en Outaouais. Donc, je suis venue à l'Université d'Ottawa pour faire un bac en biochimie. Alors, j'ai comme laissé tomber la gymnastique, mais j'ai continué quand même. J'ai rapidement rentré dans les GGs, les cheerleaders, le cheerleading des GGs. Fait que j'ai continué à faire de la gymnastique, puis c'était un nouveau sport, puis ça m'a développé mon anglais aussi. Oui. Oh my God, on dirait que je te vois pas, cheerleader, c'est bizarre. Ah oui! Puis ça avait l'air de quoi, comme l'entraînement d'une... Tu sais, je connais pas ça tant, j'ai fait ça au secondaire, mais ça avait l'air de quoi l'entraînement? C'était assez intense? Ben quand même, c'était casse-cou, je te dirais. C'est un sport dangereux, le cheerleading. Ben quand tu sautes puis tu fais des culbutes dans les airs, oui, c'est ça. Fait que je me suis blessée pas mal de fois, là, mais c'est le fun, tu sais, c'est un entraînement de gang, puis c'est pas comme... C'est pas aussi... C'est pas pareil. Quand on regarde la médecine, là tu as commencé avec ton bac en bio, c'est combien d'années d'études que tu as faites? Puis, pendant ces années d'études-là, est-ce que tu t'es entraîné?
pas dans un gym, là, vraiment juste avec le cheerleading. Puis, à partir du cégep, mon niveau d'entraînement a vraiment, je te dirais, diminué. Là. Mais Combien d'années d'études que tu as j'ai faites? fait biochimie ici 3 ans. Ensuite de ça, je suis allée à l'Université Laval 1 an en pharmacie parce que j'appliquais toujours en médecine, mais je n'étais jamais acceptée. OK. Puis, j'étais pas bonne en français puis en philo au cégep, je veux juste dire. Il y avait quand même ces cours-là? Au cégep? La philo, OK. Ouais, fait que ça baissait un peu ma moyenne générale. Mais bon, c'est pas grave, j'ai acquis plein de bases là, avec la biochimie. Puis ensuite de ça, je me suis dit, ah mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais travailler dans un hôpital puis qui touche quand même à la santé. Donc, je suis allée en pharmacie, vraiment en pensant que j'allais devenir pharmacienne puis que jamais il allait m'accepter en médecine, mais j'ai quand même continué à appliquer. Fait que pharmacie à l'Université Laval, j'ai fait le Rouge et Or en cheerleading aussi à l'Université Laval. Puis ensuite, j'ai finalement été acceptée en médecine là, en 2002 à l'Université de Sherbrooke. Puis là, j'ai fait le Vert et Or. OK. My God, tu t'es promené. Fait que quand même, tu as toujours gardé le sport, malgré tout. Ouais. Puis après, ça a été quoi pour le... Parce que là, tu as une spécialité comme médecin accoucheur. Oui. Fait que là, ça s'apprend quoi? Bien, en fait, là, ensuite, j'ai 4 ans de médecine à l'Université Sherbrooke. Puis ensuite de ça, j'ai fait ma résidence en médecine de famille à l'Université de Montréal. Donc là, je suis déménagée à Montréal. Puis la résidence, c'est très demandant en termes d'heures. On travaille à l'hôpital, on est en stage. Quand vous voyez des résidents, là, c'est ça qu'on fait pendant 2 ans intensifs. Mais il faut aussi étudier parce qu'on a aussi des examens qui vont s'en venir et tout ça. Donc, ça reste plus beaucoup de temps pour le restant. Alors là, ma santé, elle a vraiment... j'ai pris énormément de poids. Je faisais pas attention à mon alimentation. C'était Saint-Hubert, McDo, Subway, Valentine à toutes les semaines. C'était dégueulasse. Du hot dog pour 1 pièce. C'était juste ça, là. C'était très difficile. Quand tu regardais les autres étudiants avec toi, est-ce que, tu sais, quand on entend parler de la résidence, je le sais que c'est extrêmement demandant, est-ce qu'il y en avait qui leur santé mentale était affectée? Je veux dire, tu n'as pas dû être la seule qui était dans cet état-là, puis est-ce qu'il y en a qui arrivaient à être actifs quand même? Oui. Ça avait l'air de quoi, mettons, les autres étudiants? Bien, c'est très variable, là. Mais il y en a qui ont réussi à garder la discipline, mais comme on dirait dans les années auparavant, j'avais moins de discipline. Tu sais, j'ai fait des cours de danse, là, j'avais les entraînements de cheerleading, mais ça commençait tout le temps un petit peu plus tard, parce qu'on suit la saison de football, là. Fait que c'était pas aussi régulier, routinier, j'avais pas des aussi bonnes habitudes de vie que maintenant. Fait que c'est plus difficile, je trouve, au niveau de la motivation. Là. Oui, effectivement. Ouais. Ton horaire, c'est ça, là, c'était plus décousu à ce moment-là. Je connaissais pas l'importance du sommeil, de l'alimentation, de bien bouger. C'est venu avec le temps, ça. Là. J'aimais la raison pour laquelle je faisais du sport, c'était parce que j'aimais ça. Mais avec les années, j'ai découvert que j'en avais besoin. Oui. T'sais. On dirait qu'on le réalise plus dans la trentaine que dans la vingtaine. Ouais. Là, tu t'en viens ici, à la clinique Delta Santé. Exact. Explique-moi un peu après, parce que là, maintenant, on fait le même type d'entraînement, l'entraînement fonctionnel. Puis explique-moi comment tu t'es rendu là, puis pourquoi tu t'es rendu là. Ben, j'ai essayé comme plusieurs, là, plein d'abonnements ici, Gym Max, Énergie. Attention, on n'aime pas mon gym, là. Non, mais j'en ai essayé plein. Prendre, un abonnement, puis qui reste, j'ai perdu de l'argent énormément. Ils ont fait de l'argent avec moi, c'est sûr. Mais, la motivation, j'arrivais pas à la garder. Jusqu'à temps que... j'ai un objectif, là, je voulais monter le Kilimanjaro. Fait qu'1 an avant le Kilimanjaro, on s'est comme mis à s'entraîner. Puis là, j'ai 2012, là, janvier 2012, la bonne résolution là, de l'année. Je me suis présentée au Nautilus Plus de Gatineau, puis là, ça a fonctionné. Mais je me suis payée de la motivation. T'sais, la motivation intrinsèque n'était pas là. Il a fallu que ça devienne de l'extérieur, que mes coachs, que je me paye quelqu'un, que j'avais un rendez-vous que je mettais dans mon horaire. Fallait que ça soit dans mon horaire.
Puis j'ai pris un nutritionniste, j'ai perdu du poids. Puis là, a commencé des cours de groupe. J'ai réalisé que c'était beaucoup plus facile pour moi de me présenter au gym quand il y avait un cours de groupe que quand il fallait juste j'y aille puis que je fasse mon programme. Fait que j'ai commencé avec des cours de groupe de course. Ensuite de ça, est embarqué les courses à obstacles Spartan. Mm-hmm. Puis finalement, Ericsson est arrivé dans la région. Mm-hmm. 2016-2017. Oui, dans ce coin-là. Ouais. Puis là, on avait des possibilités de s'entraîner à pratiquement tous les jours. Là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi. Là. Donc, ça pouvait mieux rentrer dans mon horaire. Là. Puis, parce que, tu sais, mettons, je pouvais pas le mardi, mais je pouvais le mercredi. Donc, on pouvait switcher, tu sais. Donc, ça m'a énormément aidé. Puis, la gang aussi, tu sais. Je veux dire, mes meilleurs amis encore à ce jour, c'est ma gang de Nautilus Plus, là. Et donc, ouais. Fait que là, t'as pas d'enfant à cette époque-là. Non. Tu travailles à la clinique comme médecin de famille. Oui. Et là, est-ce que tu es à l'hôpital? Ça fait combien de temps que tu es à l'hôpital de garde pour accoucher? Depuis que je suis arrivée dans la région. Fait que moi, j'ai commencé à pratiquer en 2008. OK. Et puis, tu sais, mon horaire, là, je fais entre 3 et 4 journées à la clinique où je vois mes patientes qui sont enceintes. Puis, je fais aussi de la médecine familiale. Et puis, je fais du sans rendez-vous à cette clinique-là aussi, donc, tu sais, les cliniques d'urgence. Je participe à cette garde-là, puis je participe aussi à l'hôpital, donc à peu près 12 heures par semaine où pendant 12 heures, là, je fais je vois les patientes qui se présentent à l'hôpital pour accoucher ou pour autres problématiques. Puis, aussi, à l'hôpital, on fait la tournée. Une fois que les mamans y ont accouché, puis les bébés, ben, tu sais, ils restent 24-48 heures à l'hôpital. Donc, j'ai aussi ça à rentrer dans mon horaire, là. Ouf! On dirait que je suis comme essoufflée pour toi. Fait que là, à chaque semaine, à peu près, t'es à l'hôpital 12 heures. Ouais. Puis là-dedans, tu dors pas, là. C'est pas beaucoup. C'est de nuit, de jour? C'est-tu toujours la même horaire ou ça dépend? Non, j'ai fait... là, je suis dans une straight de nuit, là, ces temps-ci, là. Donc, j'ai fait jeudi dernier, la nuit jusqu'à vendredi. J'ai fait le dimanche de l'Action de grâce, là, jusqu'au lundi. Puis là, ce soir, je suis encore de garde, là, de nuit. De nuit. J'ai hâte de faire des jours. OK. Wow! Fait que là-dedans, maintenant, tu as un enfant. Oui. Elliot, Oui. qui a 2 ans. Oui. OK. Comment t'arrives, là, moi, je veux que tu nous expliques comment t'arrives à tout gérer ça parce que t'es monoparentale. Moi, je dis toujours aux clients, tu sais, ça fait quand même longtemps que je suis entraîneur, puis l'empathie, elle part avec le temps, avec les excuses, que je me dis, gars, responsabilise-toi, mais j'ai de l'empathie pour une clientèle, c'est les personnes monoparentales. Okay. Je suis maman, puis j'ai de l'aide, puis je me dis, si j'étais toute seule, oui, tu sais, il y a des choses qui arrivent, sont malades, peu importe. Fait que là, tu vas vraiment nous inspirer. J'ai une grande clientèle qui nous écoute, qui sont mamans. J'aimerais savoir, ça a l'air de quoi ton horaire, comment tu t'organises et combien de jours, semaines tu t'entraînes? OK. J'ai beaucoup d'aide. Puis j'ai la chance, tu sais, je roule pas sur l'or, je suis monoparentale, donc je paye tout seul comme une grande, là, avec le lot de dettes que j'ai parce que j'ai pas eu d'aide pour mes études. Mais cela étant dit, je suis quand même pas à plaindre, puis je peux me payer de l'aide. Mais en même temps, avant de m'embarquer dans l'aventure de solo-parentalité, j'ai vérifié mon réseau. Je me suis assurée que j'avais des bons amis, que j'avais de la famille, puis que j'allais être capable de me payer de l'aide. Donc, j'ai quelqu'un à la maison. Initialement, c'était jusqu'à l'âge de 2 ans, mais là, j'ai extensionné mon budget jusqu'à l'âge de 3 ans. OK. Parce qu'elle m'aide énormément. Donc, j'ai Brigitte qui m'aide 40 heures semaine, qui arrive chez moi à 7h30 le matin jusqu'à 5h30, 6h. Puis, elle s'occupe de Elliot, mais elle fait aussi mon lavage, elle fait ma planification des repas, elle fait ma liste d'épicerie. Puis elle prépare mes repas. Moi, j'ai juste à aller à l'épicerie les acheter. Donc, pour question de nourriture, de diète, là, ça m'aide énormément. Puis, j'essaie d'aller m'entraîner à 4h30. On a 2 possibilités d'entraînement à RX1. On a 4h30 puis 6h. Fait que quand je vais m'entraîner à 4h30, je suis 100% dans mon entraînement.
Des fois, j'arrive pas à finir à cette heure-là au travail parce que ça dépasse et tout ça. J'ai des choses à faire au travail. Donc là, je vais m'entraîner à 6 heures. Puis quand je vais m'entraîner à 6 heures, j'ai le choix soit d'amener Elliot, mais une fois par semaine, je me suis... quand je t'ai dit que j'ai quêté mon réseau, là, j'ai vérifié mon réseau, je me suis trouvé des parents d'adoption. Moi, je suis orpheline depuis 2017. Donc, j'ai pas de beaux-parents, puis j'ai pas de parents pour m'aider avec Elliot. Mais j'ai une grand-maman en or, une maman en or d'adoption qui vient chercher Elliot à 5h30 là, tous les mercredis. Puis pour me permettre d'aller faire mon entraînement sans Elliot. Oh my God, les grands-parents, c'est la vie, là. Ouais. C'est tellement un beau cadeau, c'est le fun, puis pour lui aussi. Oui, écoute, aller chez grand-maman puis chez grand-papa, ils adorent ça. Ça fait voir du monde différent. Tu sais, moi, j'élève pas mon gars tout seul. On est vraiment une communauté qui élève mon gars. C'est sûr que, tu sais, intérieurement, je me pose souvent des questions. Comme n'importe quel parent, je fais-tu la bonne chose? Puis, tu sais, mais quand je suis avec mon gars, que ça soit 15 minutes, 1 heure, je suis là 100% avec lui, puis je suis super heureuse parce que j'arrive à bien équilibrer le restant de ma vie. Les samedis, Elliot, il vient avec nous à l'entraînement. C'est sûr que je peux moins me donner, mais écoutez, là, au début, c'était du 20 livres, puis à un moment donné, c'était du 25 livres que je levais, puis là, je suis rendue à du 30 livres. Parce que c'est Elliot que je lève au-dessus de mes bras. C'est bon, puis c'est bon pour Elliot aussi, parce que ça lui permet de socialiser aussi, de voir d'autres gens. Il va pas à la garderie. Non. Mais dans le fond, il va chercher son social avec tout ton entourage. Fait que, tu sais, c'est merveilleux. Puis lui, il s'amuse. Là, vous n'êtes plus dehors. Je pense que vous avez un local. Oui. Bon, ben, lui, il s'amuse. Ça, c'est une des choses. Tu sais, il y a toujours des obstacles dans la vie. Puis je pense que, tu sais, mon parcours m'a amenée à être résiliente puis à toujours, tu sais, pas focusser sur les problèmes, mais trouver des solutions. Puis au début, c'est ça, on s'entraînait dehors, donc je pouvais toujours amener Elliot. Il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas, fait que c'était correct. Mais à un moment donné, on a commencé à s'entraîner en dedans pour l'hiver. Puis là, mon coach avait fait comme Ingrid, ça s'en vient un peu dérangeant à Elliot. Puis là, je suis comme, moi aussi, je trouvais qu'il pleurait plus. Puis en première année de vie, là, il reste dans sa coquille ou dans son petit enclos, puis c'est correct, là, mais à 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, 18 mois, il s'affirme, puis ça crie fort. Puis quand ça crie plus fort que la musique, ben ça peut être devenir harcelant un petit peu pour les collègues d'entraînement. Donc, c'est là où j'ai fait comme... J'ai demandé aux grands-parents s'ils pouvaient m'aider 1 fois par semaine. Puis, donc, je partage un petit peu mon temps comme ça, là. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup parce que je sais qu'en tant que médecin, tu préfères plus d'heures. Fait que là, toi, tu te limites puis tu te dis, est-ce que c'est possible? Tu sais, je regarde les médecins qui voient, je sais pas c'est quoi, si vous avez des quotas de patients, je connais pas ça, mais je vois des médecins qui font des longues heures. Puis, c'est où la limite? Puis toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Puis est-ce que c'est facile de le respecter ou, tu sais, ça pourrait être vraiment facile de dire, finalement, je vais finir à 7 heures puis j'irai pas... m'entraîner, là. Bien, je te dirais qu'au début de ma pratique, j'étais la dernière à partir du bureau. C'était facilement 7-8 heures, mais j'avais rien qui m'attendait à la maison. Donc, tu sais, puis malheureusement, à un moment donné, j'ai dû prendre une pause, là. J'ai pris 3 mois pour réfléchir parce que je sentais que je m'en allais en burn-out. Puis il a fallu que je prenne des décisions. J'ai malheureusement dû laisser tomber une partie de ma pratique, là, laisser tomber des patients parce que... Tu sais, chaque médecin est différent. Il n'y a pas de bon type de pratique. Il faut des gens qui voient 40 patients dans une journée. Malheureusement, moi, je ne suis pas capable de voir 40 patients dans une journée. Si j'en vois 10, 11, 12, c'est beau. Les gens qui viennent me voir, c'est comme si c'était mes amis qui venaient me voir. Je veux les écouter, je veux leur transmettre toute l'information, mes connaissances. J'aime enseigner. Tu l'as vu ce matin, là, je ne suis pas capable de juste m'entraîner. Il faut que je coache à quelque part, il faut que je transmette mes connaissances. C'est la même chose dans mon bureau. Donc, il a fallu que j'accepte ça. Ça a été très difficile de faire l'acceptation que je n'étais pas capable d'être un médecin super efficace qui voit plein de monde, qui réussisse à répondre aux besoins des patients, mais aussi aux besoins de la société. Puis à un moment donné, bien, c'est ça, avec l'âge vient la sagesse de faire comme, OK,
Moi, je suis comme ça, c'est avec ça, voici mes outils, puis ben il faut que j'accepte que ça soit... Fait que je dirais que nous, en médecine, on l'appelle l'air barrette, là. Ça a été très difficile sur mon moral aussi. Ça a été une autre période difficile parce que là, j'étais clairement un médecin paresseux, puis il a fallu que je coupe tous les médias sociaux parce que je me sentais comme pas un bon médecin pendant une période de temps parce que j'arrivais pas à avoir le nombre de patients qui disaient qu'il fallait que j'aille. C'est quoi le nombre de patients? Ben, ma réponse, là, c'est le nombre que tu es capable de voir, tu sais, que tu es capable d'aider. Mais le gouvernement veut donner... Je t'avais dit de ne pas m'amener dans la politique. Mais, vas-y, j'aime ça. Ouais, le gouvernement veut donner un médecin de famille pour chaque patient. Oui. Mais je pense pas qu'en ce moment, c'est possible. On est en manque d'effectifs. La médecine a grandement changé aussi. Les gens sont plus informés. Donc, il faut déconstruire certaines pensées, certaines pratiques. On a laissé tomber beaucoup la prévention pour le curatif. Je crois vraiment qu'il faut revenir à remettre le préventif dès l'éducation au primaire, là, donc bien bouger, bien manger, bien dormir, puis de garder cet équilibre-là strict. Là. Mais là, je vais te couper de politique. Parlons-en de ça. Les clients qui viennent te voir, là, je sais que tu as comme une plus petite clientèle. Mm-hmm. Les gens comme moi, on va dire, qui s'entraînent, qui mangent bien, est-ce que ces gens-là, ils ont des facteurs de protection? Moi, je ne vois pas les autres nécessairement. Là. Ouais. Est-ce qu'on se retrouve à avoir des facteurs de protection que les autres n'ont pas? Puis est-ce que les autres, puis là, je ne sais pas si ça va être le cas de me répondre, ils peuvent engorger les services dans le sens... Quand on parle d'obésité, de malbouffe, puis là, ça part du parent de l'enfant. Puis après, c'est un cercle qui finit plus. Mais est-ce que ces gens-là... Tu sais, je ne parle pas de cancer, là, mais est-ce que ces gens-là, si, mettons, les médecins prescriraient l'activité physique. Fait que si ça deviendrait une prescription, puis que nous, les entraîneurs, on pourrait entraîner, puis que ça soit déduit des assurances, peu importe que ça soit couvert. Est-ce que si les gens ne paieraient pas pour ce service, est-ce que tu penses que là, le système serait moins engorgé? Bien, c'est ça. N'importe quel type de prévention est toujours plus payant puis efficace que du curatif. Ça ôte pas tous les risques. Il n'y a rien de noir ou blanc en médecine ou dans la vie en général. Là. Donc, c'est pas parce que je dors bien, je mange bien, je bouge bien que je vais pas avoir un cancer. Il reste d'autres critères. Là. Il y a la pollution, l'environnement, la génétique. Il y a plein de choses. Mais est-ce qu'on peut contrôler plus? Mais c'est ça. Le but, là, c'est les outils que tu as, qui sont disponibles à tout le monde, est-ce que ça, tu les mets à profit pour diminuer le risque le plus possible? Mm-hmm. Un des exemples, je suis bien contente des nouvelles recommandations sur les consommations d'alcool. Moi, je me sentais toujours mal de dire, oui, mais 2 consommations par vendredi, samedi, dimanche, c'est quand même beaucoup. Ben non, c'est pas beaucoup, tout le monde fait ça. Moi, là, je partais de loin, là. Là, au moins, les recommandations vont dans ce sens-là, que si tu veux vraiment comme 0 risque relié à l'alcool, ben c'est 0 consommation. Une consommation par semaine, tu tombes déjà dans le faible risque. Puis risque modéré, ben là, beaucoup de gens consomment, puis je peux le voir, les clients déjà qui veulent perdre du poids qui arrivent, puis qui veulent pas toucher à leur vin. Ben c'est correct, mais si tu veux pas faire ce compromis-là, ça va être très difficile de t'aider. Fait que oui, ça peut freiner aussi la perte de poids puis tout ça. Ouais. Fait que là, si je comprends, tu m'as dit, il y a un 3 mois que tu as dû te remettre en question puis tout ça, que ça filait pas. Ça, c'était autour de 2009, là. OK. Ouais. Puis là, mais toi, tu as choisi d'avoir une vie équilibrée. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est ça. Puis ça fait que tu as un médecin qui est plus disponible, plus à l'écoute, qui est capable d'aider parce que si... mes patients vont pas dire plus disponible, par exemple. Plus à l'écoute. Plus à l'écoute, peut-être, mais plus... Accessible non plus. Non, je reste quand même difficile. Moi, j'ai autour de 650-700 patients de médecine familiale, plus tous les suivis de grossesse que je dois avoir là, à tous les semaines. Là. Une grossesse, c'est vraiment time sensitive. Là, je les vois à 16, à 20, à 24. J'ai pas le choix. Je peux pas l'avoir la semaine d'après, la semaine d'avant. Là, c'est à ces semaines-là que je les vois. Là. Donc, j'ai pas
sais, moi, partir 2 semaines en vacances, là, c'est tout un chariot, là, parce qu'il faut que je trouve quelqu'un qui voit mes grossesses, il faut que, tu sais... donc, ouais, il y a ces petits... Mais c'est tellement une belle population, tu sais, puis j'ai tellement l'impression de pouvoir transmettre tout mon savoir, tu sais, avec cette population-là. Fait que ça, c'est mon bonbon, tu sais, c'est important quand tu as une job que t'aimes, tu sais, il y a des côtés de ma job que j'aime moins, mais il y a des côtés que, tu sais, OK, ça, c'est mon petit bonbon aujourd'hui, là. Je pense qu'on a tous des côtés qu'on aime Ouais, moins. Mais en tout cas, bravo d'avoir mis tes limites. Ouais, mais Tu sais, nos médecins, il faut qu'on les garde. Je pense qu'on voit pas. Puis la personne qui roule le trip de toi, comme, tu sais, combien de temps qu'elle va rouler comme ça. Puis... Mais peut-être qu'elle est capable. C'est ça, tu sais, faut que on connaît chacun nos limites. Fait que je trouve juste ça plate qu'on essaie de mettre tout le monde dans la même boîte, tu sais, en médecine aussi. Puis je trouve effectivement, tu sais, qu'on peut pas se mettre la moitié d'un médecin à dos parce qu'il est pas un médecin au complet. Comme on en a tellement besoin, protégeons notre santé mentale à nous aussi. C'est fou les statistiques là, chez les médecins. Là. Donc, moi, j'ai décidé de rapetisser mes après-midi pour justement partir plus tôt, puis avoir du temps avec Elliot, puis pouvoir continuer à faire mes entraînements. T'sais. Est-ce que tu en vois des médecins qui souffrent, sans nommer de nom, mais qui souffrent par en dedans, qui sont pas en santé, puis qui veulent aider les autres? Parce qu'il ne faut pas oublier, là, avant d'aider les autres, moi, je dis toujours, j'ai comme une maladie mentale avec ça. J'entraîne. La seule chose que je fais toute la gestion, mais je fais encore du privé. Je fais des séances 1 pour 1 et je suis incapable d'entraîner quelqu'un si je ne me suis pas entraînée. Fait que c'est comme si, avant de prendre soin de quelqu'un, il faut que moi, j'ai pris soin de moi, puis moi, c'est en m'entraînant. Fait que ça, c'est non négociable avec moi. Mais là, je vois ça. C'est comme dans les avions, hein. On le dit tout le temps, là, cette analogie-là. Là. Mets ton masque à toi avant de mettre celui à tes enfants puis ton voisin. Ça va de soi, là. Oui, c'est une belle analogie, ouais. Non, j'avoue. Mais est-ce que tu en vois? Ah, c'est sûr. OK. Mais c'est tellement tabou qu'on le voit, tu sais, j'ai des groupes de médecins sur Facebook où, tu sais, ça va être des publications anonymes ou... mais oui, c'est sûr. Puis, tu sais, statistiquement, on le voit, là, il y a plein de monde qui sont en train de lâcher la pratique parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils ne savent plus comment diminuer leur pratique, diminuer la charge de travail. C'est vraiment... ouais. Est-ce que tu es en paix avec ta décision maintenant? Oui. Okay. Mais je vais toujours, tu sais, on n'est jamais satisfait à 100%. Fait que je vais toujours être dans la recherche de solutions. J'ai toujours des plans pour améliorer encore plus. Moi, je suis vraiment dans la qualité de vie avant la quantité. Moi puis une de mes collègues, on appelle ça la cote du bonheur. Là. Donc, tu sais, dans notre milieu de travail, on essaie toujours, tu sais, le bonheur avant l'argent, avant tout, là. C'est tellement important. Ouais. C'est tellement important. Puis c'est une belle leçon qu'on peut donner à nos enfants aussi. Tu sais, moi, je me dis, peut-être que je passe moins de temps parce que je m'entraîne, mais quand je suis avec mon fils, je suis une meilleure maman, je suis une meilleure blonde. Je veux dire, des fois, j'ai juste besoin d'aller prendre une marche là, puis dire, regarde, quand je vais revenir, je vais être mieux. Ouais. Moi, j'ai choisi que c'était ma drogue, c'était ma médication. Ouais. Puis quand on dit qu'on en a besoin, tu sais, tantôt, hors d'onde, on s'est parlé que je suis blessée, puis que ça, quand tu es habitué d'avoir l'endorphine, puis la dopamine, puis tout ça, puis après, je sais pas, tu es comme en craving de tout ça, puis ça vient que nous, on a choisi ça. Ouais. Tu sais, les gens, c'est dur à comprendre pour ceux qui s'entraînent pas, mais quand tu t'entraînes, tu sais, tu commences, on dirait que ça tente moins. Là, quand tu viens qu'à pogner ton high, puis après, même je me sens comme détendue, énergique, mais détendue en même temps, plus posée. Tu sais, ça va extrêmement du bien. Moi, c'est ma médecine. À moi. Puis, définitivement. C'est ma drogue. En fait, j'avais fait la réalisation un moment donné que après mes entraînements, là, si j'aurais déjà fumé du pot ou pris une drogue relaxante dans ma vie, là, je pense que ça ressemblerait à ça. Je suis comme... C'est comme ça dans mon cerveau. Alors qu'avant mon entraînement, c'est comme... Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. C'est tout le temps en train de spinner. Je vais à mon entraînement, je décroche, c'est lourd, c'est difficile. Puis après ça, c'est comme... Mais on dirait que c'est dur à croire parce que quand j'ai accouché, je me disais, mais comment les infirmières, ils pesaient sur le piton, puis il y en a une qui arrivait, on dirait que j'étais comme quasiment stressée. Le médecin arrivait, comment tu fais pour être calme? Comme toi, quand tu es à l'hôpital dans ton 12 heures, tu te sens sur 10, comment calme, comme tu es
j'imagine que tu es rendu à l'aise. Pour toi, est-ce que c'est comme une autre journée à job? Tu sais, comme... Bien, ça, je pense que, tu sais, pour moi, là, je réponds pour moi. C'est sûr que dans des situations de stress, on dirait que de baisser le ton, d'être plus calme, ça ramène tout le monde. T'sais. Fait que je suis pas tout le temps comme ça, mais la plupart du temps, j'essaie de prendre des grandes respirations, de prendre du temps, de réfléchir pour que chaque action, même des fois, ça va dans toute notre formation. Là, tous les actes qu'il faut que je fasse sont réflexes. Là. On les a entraînés, surentraînés, là, mais je parle en termes d'anxiété. Il y a une raison pour laquelle je fais ça, puis je pense que dans les situations d'urgence, ça va. Là. Toi, tu te sens correct. Quand tu arrives à l'hôpital, ton 12 heures, tu dirais que ton anxiété est sur 10? Mais mon anxiété, la problématique, c'est pas par rapport à la médecine, malheureusement. C'est plus, je vais manquer de sommeil, mon alimentation sera pas aussi régulière, pendant cette journée-là, je peux pas aller m'entraîner. Donc, malheureusement, surtout mes 12 heures de nuit, je suis beaucoup plus irritable. L'irritabilité, c'est une forme d'expression de l'anxiété, là. Donc, je trouve ça difficile pour mes infirmières qui, des fois, malheureusement, se font répondre plus sec par moi. Puis, tu sais, je vais m'excuser après, puis je vais devoir marcher sur des œufs ou, tu sais, je me sens mal, là, j'en pleure, là. Mais c'est comme ça que je gère malheureusement mon stress. Puis, je le vois beaucoup plus sur les nuits que sur les jours parce que je suis pas capable d'avoir ma routine. Ouais. Puis, on est dur sur nous, je trouve, quand on a un horaire d'entraînement, quand tu y vas pas, ou que ça marche pas comme tu veux, tu sais, tu deviens frustré quand tu es habitué de dormir. Moi, je trouve quand tu feel like $1 million, on dirait quand tu le sais que tu es bien puis quand tu es optimal, quand tu files pas, tu le sais, tu le sens. Puis on recherche toujours d'être comme à la perfection, bien dormir, bien manger. Ouais. J'essaie d'aviser les gens, tu sais, aujourd'hui, je peux aller m'entraîner, ouais, tu sais, ça fait 12 jours de suite que je travaille, ou tu sais, j'essaie on applique des choses, mais même à 43 ans, on a encore des petits moments plus difficiles. Parlons de sommeil. Comment tu t'organises avec le 12 heures? Ça perturbe-tu un peu? Utilises-tu la mélatonine? Ça a l'air de quoi ton... Non, ben, je dors, moi, je dors bien. J'ai la possibilité. Ça a été quelque chose que je pense que je suis borderline narcoleptique, là. Je peux m'installer dans le coin, là, puis je vais m'endormir sur le plancher, là. Fait que toi, tu tombes endormi, tu touches ton oreiller, puis tu dors déjà. Okay. Oui. Fait que j'ai cette facilité-là. C'est sûr que quand si je suis anxieuse ou il est arrivé quelque chose, ou dès que je sais qu'il y a une patiente qui va m'appeler dans 1 heure, je vais pas dormir, mais je vais être quand même capable de décompresser et relaxer. Mais tu sais, à la maison, je vais récupérer, puis je récupère bien. Ce qui m'aide pour les courses de RX1 de 24 heures. Oui. Parce que je suis capable de... Tu sais, j'ai un bon beat, là, je suis capable de performer pendant 24 heures sans problème, parce que je le fais souvent. Oui, c'est ça. Mais ton sommeil, c'est plus la journée que tu es de garde. Sinon, le reste, ça va. Oui, c'est ça, exactement. Ça vient changer, là, comme n'importe qui travaille sur des chiffres. Tu dois le voir avec tes clients qui travaillent sur des chiffres. Épouvantable. C'est difficile, ça n'a pas de bon sens d'intégrer une routine. Là. La nutrition, parle-moi donc de ta nutrition. Oui. Ben, avec l'aide de Brigitte, là. Merci, Brigitte. Merci, Brigitte. Ça m'aide énormément parce que, tu sais, on décide des bonnes recettes, puis c'est tout le temps de la nourriture faite maison, puis je pense que ça va de soi. Mais tu vois, là, j'avais un objectif, là, tu sais, quand je te dis que je suis tout le temps dans le mode solution, je voulais augmenter de catégorie là, pour la prochaine saison, mais je trouvais que j'étais encore lourde pour ma force. Fait que mon ratio force-poids, puis ben, je travaille sur ma force, mais tu sais, je me suis dit, why not, tu sais, travailler sur les deux en même temps? Donc, je voulais aller baisser ma masse grasse et continuer d'augmenter sans toucher à ma masse maigre. Donc,
j'ai fait affaire avec une nutritionniste. J'avais un objectif, mais j'avais pas de temps pour l'atteindre, tu sais. Fait que je me suis pas... C'était pas « je veux perdre 10 livres en 2 semaines », là, tu sais. C'était « je veux perdre 10 livres jusqu'avant la saison », tu sais, qui va commencer... Au mois d'avril. Ouais, c'est ça. OK. Donc, tu sais, ça me laissait presque 1 an pour perdre 10 livres. Puis, j'étais à 9 livres, là. Fait que... J'ai remarqué tantôt, oui, c'est ça, je me disais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, mais d'avoir Brigitte, ça m'aide. T'sais, quand Brigitte n'est pas là, les week-ends, c'est vraiment plus difficile quand je suis fatiguée de préparer des repas. Mais en même temps, avec ma nutritionniste, on a beaucoup parlé là, des distorsions cognitives, puis de profiter quand je fais je sors quand on va au restaurant. Fait que je vais au restaurant avec Elliot, on en fait un beau moment, on en fait une activité, je profite pour montrer plein de choses. Et puis là, ben, si j'ai le goût de manger une frite, ben, je mange une frite, puis j'essaie de ne pas me sentir coupable de manger une frite. Puis ça fonctionne super bien, mais c'est pas facile parce que... C'est extrêmement difficile. Tu sais, je travaille, on fait beaucoup de plans alimentaires, j'ai une nutritionniste aussi dans l'équipe, puis il y a beaucoup de psychologiques. Oui, là, on va être à la recherche d'une psychologue pour travailler avec nous. On a beaucoup d'hyperphagie nocturne dans la clientèle. Tu sais, quand tu es rigide, toujours, puis que là, le week-end, tu passes comme dans l'overboard, puis c'est trop, là, comme une abondance de calories, c'est pas mieux non plus. Fait que, tu sais, c'est trouve. La loi de Pareto, le 80-20, c'est comme le meilleur exemple. Si 80% du temps, tu manges bien, puis 20% tu te permets. Tu sais, nous, chez Team Boileau, on n'utilise même plus la triche, là, cheat meal, tricherie, on dit une gâterie. Parce que, tu sais, souvent, on se récompense avec la nourriture, puis on apprend nos enfants comme « Ah, si tu fais ça, je vais t'emmener manger un cornet. » Tu sais, comme moi, Zach a joué au soccer, puis tout le monde me rappelle, les parents, ils allaient tout le temps après. Je l'ai faite, puis c'est correct, mon enfant, il a le droit, mais je veux pas que ça soit une récompense, que ça soit associé à la nourriture. Parce que dans notre clientèle, plein de gens se récompensent avec la nourriture. Fait que là, moi, je dis, va t'acheter un morceau de linge, tu sais, comme, paye-toi, je sais pas, une petite fin de semaine quelque part, d'y aller avec d'autres choses. Puis c'est très difficile. Puis quand on dit, ça, je peux pas manger ça, ça crée comme une restriction cognitive. Puis souvent, on a tendance à le vouloir. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est hyper difficile. Fait que, oui, je pense que les fins de semaine, c'est d'être plus loose. Tu sais, mettons, le week-end, la semaine, si tu manges pas de sandwich, ben la fin de semaine, on dirait, on se fait un sandwich, des crudités, des choses comme ça, mais sans aller dans genre la poutine, le hot dog, le hamburger, le gâteau. Fait que de ne pas être dans les extrêmes. Mais la nutrition affecte ton humeur, la nutrition affecte ton sommeil. Je pense qu'avant de mettre un pied dans le gym, tu dois savoir si ta nutrition est correcte. Puis tu sais, comme tu dis, il y a des athlètes, quand on est dans le niveau où est-ce que toi, tu t'en vas, qu'il y a de la course, que tout ça, c'est sûr, il faut que tu sois dans un poids qui est optimal aussi. Tu sais, là, il y a beaucoup de... Tu sais, si on parle de... Là, les gens vont être comme, ils parlent de quoi, là? Mais tout ce qui est avec le poids du corps, ben ça va être plus facile pour l'autre qui est plus légère. Ah oui, mais tu sais, on le voit, là, quand tu sais, sur ta barbell, là, si tu rajoutes 10 livres, là, ou même, tu sais, 2,5 livres de chaque barre, là, puis, à un moment donné, t'es comme plus capable de la monter, puis t'es comme, ben voyons, c'était juste 5 livres de plus, ben 5 livres de plus, c'est ça que j'ai perdu. Ça fait une différence. C'est ça que je perds, là. Puis là, je veux que les gens qui nous écoutent sachent que c'est toujours dans un poids santé, là, tu sais. Oui, non. Moi, ce que j'aime de la discipline qu'on fait, c'est que personne ne va monter sur un stage. Je veux dire, on est dans un poids qui... faut qu'on ait de l'énergie. Je veux dire, c'est des entraînements qui sont longs. Fait que si tu n'as pas une bonne alimentation, puis tu décides de couper tes glucides, puis de faire ci, puis de faire ça, tu sais. En tout cas, moi, je pense que j'aimerais beaucoup aider la population avec la nourriture parce qu'il y a réellement un problème dans... Je sais pas, là, si je... Mais même tous les... j'ai travaillé avec ça, avec la nutritionniste, là, mais tous mes signaux de satiété n'étaient plus là. Mais là, à chaque fois que je remplis mon petit programme, je suis comme, OK, j'ai-tu faim, un peu faim, très faim, pas faim? Mais je suis pas en train de m'analyser dans le sens que de me culpabiliser que je suis en train de... Je fais juste me poser la question, Puis après ça, comment je me sens, puis juste d'attendre des fois 5 minutes, avant d'aller me reprendre ma deuxième portion ou tout ça. Écoute, je mets mon timer, puis là, j'attends 5 minutes, puis là, puis là, ça, c'est parti. Mais tu sais, l'alimentation intuitive, je pense que c'est un peu ce que tu me dis, ça prend du contrôle. Tu sais, des clients qui commencent tout de suite avec ça, je suis pas pour. Puis quand tes signaux sont un peu bousillés, là, fait qu'habituellement, tu es supposé d'arrêter quand tu n'as plus faim, puis de manger. Tu sais, la faim, là, c'est comme si tu avais un creux, là. Les gens, ils savent même plus c'est quoi. Tu sais, puis être plein, bois 10 verres d'eau, là, pèse sur ton ventre, je veux dire, tu vas sentir que tu es plein, mais les gens...
sont plus à l'écoute. Fait que le but, quand on veut perdre du poids, c'est de retrouver ça. Ouais, Puis d'être tout à à fait. l'écoute. Puis ça, c'est extrêmement difficile. Fait qu'à un moment donné, c'était super à la mode, là, l'alimentation intuitive. Ouais. C'est bien correct si t'es capable. Oui, mais tu sais, moi, je suis dans le fine-tuning, là. Oui, T'sais, on s'entend. On s'entend, là. C'était rendu en perfo, là. C'est Oui, c'est performance. ça, exactement, là. Tu sais, je suis vraiment en nutrition sportive, là. C'est complètement différent. Oui, là, oui, oui. de C'est que... pas comme ma perte de poids que j'ai faite, là, en 2012, là. On est ailleurs, là. Mais malgré... Je vais juste revenir là-dessus, là. Vas-y. Parce que des fois, tu sais, mais je sais qu'est-ce qui... Tu sais, moi, je me suis payée une nutritionniste pour la motivation. Parce qu'elle veut pas, tu sais, faut que j'y donne... Tu sais, j'ai un rendement à donner quand il y a quelqu'un. J'ai des comptes à rendre. Oui, c'est sûr que ça coûte de l'argent, puis c'est là où je suis, tu sais, je suis chanceuse de la qualité de vie que j'ai, tu sais, puis je comprends les gens qui n'ont pas l'argent nécessairement, mais tu sais, quand on a un objectif, de regarder, OK, mais tu sais, si je fais plus de nourriture parce que j'ai un plan, parce que je suis mieux préparée, mais je vais faire moins de restos, je vais économiser de l'argent. Tu sais, il faut voir aussi, tu sais, où on va économiser dans notre nouveau processus. Puis moi, de me payer une motivation extrinsèque, tu sais, c'est ça qui m'amenait à progresser. Parce que les connaissances, là, j'ai un bac en biochimie, puis je suis médecin, là, je le sais c'est quoi des calories, puis... Oui, mais il y a une différence Oui. entre le connaître puis l'appliquer. Mais exactement, c'est ça. Tout à fait. Tu sais, et à un moment donné, je suis comme, moi, j'arrive pas à la perdre, ma livre, dans ma semaine, mais tu sais, je mangeais un carré de chocolat par soir. Tu sais, c'était rien, là, un carré de chocolat, là. Mais au bout de la ligne, là, c'était ça, là, mon... Ce que je réalise, malheureusement, c'est qu'on n'est pas égal face aux calories. Comme moi, je regarde la bouffe puis j'engraisse pas. Ouais. Je veux te dire, tu sais, puis il y en a des fait. clients qui, comme, vraiment, ils mangent pas tant. Fait que, tu sais, c'est comme, je dis tout le temps, j'aurai pas d'ange, je suis faite de même. Puis, tu sais, je m'accepte comme j'aurai pas les cheveux épais. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on apprenne à se connaître. Puis, dire, moi, ça, je peux pas le manger. D'où le plan fait pour tout le monde, là, ça existe pas. Ça existe pas du non, tout. Fait que suis pas le plan de ton ami. C'est ça, faut que tu sois personnalisé, c'est individualisé, c'est... Ouais. Mais nous, en ce moment, on est dans la pandémie, on n'a pas été super occupés, mais là, on est directement touchés. Je trouve ça extrêmement difficile. Tu sais, je partage ça avec toi dans le sens qu'on est le service qui se fait couper. Le panier d'épicerie est cher, le gaz est cher. Et on dirait que tu n'arrives pas à économiser. Les gens, c'est extrêmement difficile. Puis on est un service de luxe. Ouais. Mais comme tu l'as dit, c'est un investissement. Si tu t'achètes un morceau de linge, il sert à quoi après? Je veux dire, ça... Nous, tu sais, on a des contrats de 6 mois, mais après, tu vas avoir appris, tu sais, on ne te donnera pas du risotto en poudre, c'est de la vraie bouffe, c'est de l'éducation qu'on fait. Quand tu as 30 livres en surpoids, ton mode de vie n'est pas bon, faut que tu switches, tu sais. Puis ça, il y a des apprentissages à faire, fait que nous, c'est ce qu'on fait. Fait que, tu sais, je me dis, je souhaite un jour que la médecine, qu'on puisse être présent dans des centres, que les gens, tu sais, on n'est pas kinésiologue, fait qu'on dirait, tu sais, moi, mon équipe, on est toutes formées, là. Mais même les kinésiologues, c'est pas payé, tu sais. L'assurance couvre. Ah, ouais. L'assurance couvre, je pense, certains. C'est pas toutes les assurances, là. Non, je pense pas toutes les assurances, mais je veux dire, j'ai des clients qui sont arrivés chez nous, cholestérol, paquet d'affaires, puis après, c'est fini. Ils ont perdu leur poids. Fait que moi, je le sais que je change la vie des gens, mais en ce moment, on devient un service de luxe et on va se retrouver très pénalisé pour la prochaine année jusqu'à ce que l'économie change. Mais tout ce que tu as dit, je trouve que tu as des comptes à rendre. Tu payes ça, mais c'est un choix que toi, tu fais, tu sais, au bout de la ligne. Des fois, les gens, ils viennent me voir puis ils veulent la médication. Ça coûte les yeux de la tête, la médication, pour perdre du poids. Puis ça va pas changer nécessairement ton psychologique, ton sentiment de bien-être. Bon, là, on va en parler de ça. Cette pilule-là. Mais, tu sais, je trouve ça triste, tu sais, puis j'essaye, mais, tu sais, en même temps, je me dis, mais... je suis un peu... je veux tellement miser sur les bonnes habitudes de vie, puis je me dis, mais cet outil-là, il est là. Fait que, tu sais, je veux pas leur... Mais les études, là, tu sais, les études qui ont été faites avec ces médicaments-là pour obtenir les approbations de Santé Canada sont faites avec des programmes de nutritionnistes puis d'entraînement en même temps. Fait que, tu sais, c'est comme pas juste la médication, des fois, là, qui fait le tout, là. Tu sais, ils sont encadrés, ils ont une motivation extrinsèque. Tu sais, juste de voir quelqu'un... c'est... Parce que si tu prends ça, puis tu as mal au cœur, puis tu vomis, puis tu manges pas, mais qu'après, là, que tu l'as repris la pilule, tu n'auras pas mieux appris à manger. Mais fait que tu vas revenir... dès qu'on l'arrête, tu sais, ça, c'est prouvé, là. Fait que c'est à vie, mais ça coûte cher. Mais donc, tu sais,
permets-toi donc, pendant la prochaine année, de mettre cet argent-là que tu mettrais là sur des services de luxe, sur la nutritionniste puis sur l'entraînement. Je sais que nos services sont plus chers à Gatineau, mais on offre un service personnalisé. Comme que je dis, si tu vas chez Acura versus, je ne veux pas nommer un autre nom, mais peut-être chez Acura, tu vas avoir un meilleur service. Tu ne paieras pas le même prix pour ta voiture, tu sais, mais c'est un peu comme ça. Nous, le prix est en lien avec le service. Comment je paie mes employés? Ils ne sont pas payés 20$ de l'heure. Puis si je veux les garder, tout balance. Mes employés, ils n'ont pas 14 ans. Puis, fait que c'est hyper difficile. Puis là, en tout cas, moi, je vais continuer à faire de la prévention. Puis c'est pour ça que je veux recevoir des gens comme toi. Puis j'ai le podcast pour inspirer les gens à ne pas prendre la pilule. T'sais. Oui, c'est un plaster. Si tu n'as pas le choix pour ta santé de la prendre parce que tu dois avoir une perte de poids rapide. Oui, c'est exactement ça. Mais au bout du compte, tu sais, de faire le processus où tu manges bien, tu dors bien, tu bouges bien. Je reviens toujours avec ces choses-là, mais un des exemples que je donne souvent à mes parents, là, comme ils savent comment c'est important, un jeune enfant qui se couche, la routine, ce cerveau-là, là, primaire, là, reptilien, de base, là, il est encore là dans notre corps, t'sais. C'est juste que là, en vieillissant, on a construit, de la matière blanche autour, puis là, non, j'ai pas le temps de manger, là, fait que, je vais manger un petit peu plus tard, mais, le besoin de notre routine, de manger, dormir à heure régulière, il est encore là pour notre bien-être, là. Puis ça, on l'oublie parce que on est affecté par nos autres obligations. Mm-hmm. Il faut revenir à cette routine-là si on veut optimiser l'effet de notre corps, puis l'alimentation, l'exercice, le sommeil, ça va avoir non seulement un effet sur les maladies cardiovasculaires, sur le cancer, mais aussi sur toute la santé mentale. Si tu tombes en dépression là, pendant un an, puis qu'on te coupe de 20% ton salaire, là, tu seras pas plus gagnante. Fait que t'es mieux de voir que, je suis en train de tomber, là, OK, là, je vais aller me payer une petite motivation extrinsèque là, pour pouvoir garder puis rester, être utile puis me sentir, parce que la dépression, puis tu tombes en arrêt de travail, là, ça affecte comment tu te sens, ton estime de toi, tu te sens pas une bonne mère, tu te sens pas un bon employé, tu te sens pas une bonne blonde. Là, je parle au féminin, là, mais c'est la même chose pour les hommes, là. Donc, des fois, il faut cet argent-là que tu vas donner là, elle va t'empêcher de tomber dans... Exact, c'est un facteur de protection, tu sais. Ouais. J'aimerais qu'on finisse le podcast par parler de l'anxiété. Ouais. C'est un sujet, tu sais, je fais de l'anxiété. Je sais pas si on peut dire comme je vais vivre avec ça. Moi, je le vois comme un de mes... Ça m'a apporté où je suis, parce que mon anxiété, maintenant, je l'utilise positivement. Je travaille encore là-dessus. Oui. Mais parlons... Je sais pas si tu peux m'en parler un peu de médication, puis de qu'est-ce que... Si les gens veulent pas prendre de médication, qu'est-ce qu'on peut faire sinon? Tu sais, moi, quand j'ai vu mon médecin, je voulais, là. Tu sais, je veux dire, j'avais essayé, j'avais 35 ans, j'ai jamais pris de médicaments de ma vie. Tu sais, j'en ai parlé ouvertement, j'étais rendue là, mais je fais autre chose. Tu sais, je veux dire, quand tu fais tout à un moment donné, je sais pas, tu as peut-être besoin d'un petit coup de main chimiquement. Là, fait que, parle-moi donc un petit peu des trucs ou des choses qu'on pourrait envisager pour les gens qui vivent de l'anxiété. L'anxiété, en fait, on a des personnalités anxieuses, là, donc, puis c'est un peu... les boîtes à outils, tu sais, est-ce qu'on a développé des bonnes boîtes à outils pour faire face à l'anxiété? L'anxiété, c'est un mode de survie, tu sais. Moi, je cite, j'aime beaucoup Sonia Lupien, là, donc allez lire Sonia Lupien, Par amour du stress, par exemple. Donc, l'anxiété, c'est ça qui nous a permis de survivre dans l'évolution. On n'a plus des mammouths qui traversent la rue, là, mais on a plein d'autres types là, d'événements. Stresseurs, puis faut apprendre à développer nos outils. Puis nos outils qu'on avait au secondaire, au cégep, à l'université, comme jeunes parents, tu sais, tout ça évolue. Donc, il faut toujours renouveler notre boîte à outils. Donc, il faut... Moi, je trouve que la meilleure manière pour moi, c'était l'entraînement, mais à un moment donné, c'est ça, dans mes années universitaires, j'ai eu
beaucoup de difficultés. Mais ma boîte à outils n'était pas, bien développée. Effectivement, moi aussi, là, mon anxiété de performance a fait que je suis devenue une bonne étudiante, je suis devenue une bonne sportive, là, une bonne athlète. Ça me carbure, mais ça peut venir miner mon quotidien aussi. Là. Ça te carbure. Tu sais, comme je dis, on a fait la même compétition. J'ai réussi à finir première dans ma catégorie pour la finale. Puis je me dis, si j'avais été équilibrée puis j'avais pas une anxiété, je serais pas arrivée première parce que je suis extrêmement performante. Ouais. Mais moi, je pense que les athlètes de haut niveau, tu peux pas réaliser des grandes choses si, un moment dans ta vie, tu vas pas dans les extrêmes. Puis moi, je l'ai, cette espèce de craziness-là qui m'apporte à faire ça, tu sais. Fait que, comme tu dis, oui, mais il y a l'envers de la médaille aussi. Oui, au quotidien. Puis, tu sais, ça me permet, cette anxiété-là me permet de voir toutes les possibilités. Faut juste pas que je focus sur les scénarios catastrophes, tu sais, puis que common things are common, puis, tu sais, get real, là, tu sais, pense pas à déjà, tu sais, les scénarios catastrophes. Donc, j'ai fait beaucoup de psychothérapie. J'ai fait 2 bonnes psychothérapies. Je te dirais une pour apprendre à connaître pourquoi je suis comme ça, de où ça vient. Tu sais, je pense que c'est important de le faire au moins, en tout cas, quand on vit avec l'anxiété chronique, là, de le faire au moins une fois, de comprendre c'est quoi les blessures de la petite fille à l'intérieur de toi. Puis, ouais, à ce moment-là... Oui, j'ai commencé à être traitée aussi. Mais ça m'a pris du temps parce que comme n'importe qui, je veux pas avoir je veux pas prendre un médicament, je veux trouver des solutions qui viennent de moi, mais à un moment donné, il faut que tu fonctionnes aussi, là. Donc, mais le médicament, est-ce que c'est comme on va vivre, on va faire la fin de notre vie avec ça en se disant, une fois que tu l'as, le médicament, puis tu vois que ça fonctionne, t'as un peu peur d'arrêter, là, on va se le dire, tu te dis comme... Ouais. J'ai pas vraiment le goût de revivre ça. Puis tu repenses à... Parce que moi, le médicament, je veux dire, je suis une fille qui est toujours en mode solution. Je joue pas à la victime. Fait que moi, quand ça m'est arrivé, j'ai réalisé il y a juste toi qui peux prendre soin de toi. Juste toi. Comme, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Puis moi, la médication, elle a aidé avec tout le reste. Mais après, là, je me sens super bien. Mais après, c'est comme, OK, là, faudrait que j'arrête. Tu sais, c'est... Bien, c'est très variable d'une personne à l'autre. Il y a des déficits chroniques. Moi, je parle beaucoup en termes de neurotransmetteurs. Je parle pas en termes de diagnostic, là, mais tu sais, si on veut parler de diagnostic, on peut parler... Mais tu sais, tout ce qui est atteinte du bien-être, on a 3 neurotransmetteurs qui rentrent en ligne de compte. La sérotonine, la noradrénaline puis la dopamine. Mais quand on parle d'anxiété, beaucoup vient de la sérotonine. Et puis, c'est un peu comme le diabète. Tu sais, souvent, je fais la comparaison avec le diabète. Il y a un moment donné où il y a des diabètes qui sont dus à au début, là, des mauvaises habitudes de vie, une prise de poids, la résistance à l'insuline qui vient des tissus adipeux, du gras, puis qu'on est capable de renverser ça avec des bonnes habitudes de vie, puis une perte de poids. Mais si on prend trop de temps avant de guérir, ben on met une surcharge sur notre système, puis notre pancréas, il commence à faire moins effet, puis à moins produire d'insuline. Donc là, on a besoin de médicaments pour que notre insuline soit plus efficace. Puis, l'étape finale où, là, notre pancréas, il est épuisé, là. On l'a mis à bout, puis, ben là, on a besoin d'insuline. Là, je parle du diabète de type 2, bien sûr. Hein? Donc, tu sais, on a ce continuum-là, mais c'est la même chose quand on parle de santé mentale, tu sais, de sérotonine, par exemple, okay, si je prends juste cette molécule-là, dans le sens que si je vis un stress ou j'ai une mauvaise nouvelle, tu sais, ma mère décède, ben, tu sais, c'est sûr que là, mes réserves de sérotonine vont pouvoir baisser, tu sais, je suis triste, je pleure, je mange plus pendant un certain temps, mais, tu sais, on passe au travers du deuil, puis ça revient, puis je suis capable de refaire moi-même mes réserves de sérotonine, puis, tu sais, la vie continue. Bien, tu sais, si par contre, on est dans un déficit qui est chronique, puis que ça fait longtemps, puis qu'on traîne de la patte, ou qu'on a une faiblesse, tu sais, génétiquement, dans ma famille, on est des gens anxieux, puis on en a moins, tu sais, de sérotonine que d'autres, qu'est-ce que tu veux, tu sais, bien, peut-être que je vais en avoir de besoin à vie longue. Je m'en ai toujours sauvée avec... J'ai une sœur jumelle identique, tu sais, puis moi, je me suis toujours entraînée. Je m'en ai sauvée avec ça, puis elle en a pris comme 15 ans avant moi. Tu sais, moi, ça a toujours été le sport. Mais là, c'était comme plus assez avec Émilie Boileau, l'entrepreneur. Puis là,
là, mon vase, c'était comme plein, là. Le Presto allait sauter. Mais tu sais, c'est dur d'accepter de le prendre. Ça fait 3 ans, puis là, je commence à l'accepter. Mais de dire... ça fait 20 ans que je prends des médicaments qui augmentent mes réserves de sérotonine. Puis, je veux dire, à tous les 3-4 ans, je me dis « Hey, là, j'ai fait de la psychothérapie, je mange bien, je dors bien, je bouge bien, let's go. OK, on essaie de l'arrêter. » Puis, tu sais, je suis capable de l'arrêter. Sauf que 2 mois plus tard, ben mon manque génétique ou le fait que je l'ai épuisé pendant 30 années, 20 années, ben fait que, là, je redeviens un peu plus irritable. Là, je me sens mal d'avoir crié après quelqu'un ou d'avoir été, pas la Ingrid intrinsèque que je veux, qui soit gentille, puis qui veut aider tout le monde, puis qui veut blesser personne. Donc, ça devient, fait que là, je reprends. Je l'ai arrêté pendant ma grossesse, puis j'ai fait des crises de panique pendant toute la fin de la grossesse, encore sur la table de césarienne, là, j'ai fait une crise de panique. Personne ne l'a vu, là. C'était tout dans ma tête, mais je me sentais pas bien, là. Puis je le sais que c'était à cause de ça. Je l'ai repris 2 jours après avoir accouché. Encore là, tu sais, mais puis pourtant, tu sais, je me dis, là, tu le continues, tu sais, t'en as besoin. C'est ça, exact. Mais c'est ça, parce que j'ai tout essayé, tu sais. À plusieurs reprises. Exactement. Fait que ça me va, là. Maintenant, je commence à l'accepter que, c'est mon insuline à moi, tu sais. C'est ce que je me dis, moi aussi, mais il faut que les gens, là, je vais parler pour toi, mais en tout cas, je vais parler pour moi, il faut que les gens, que ce soit psychologue, peu importe, arrêtent de dire de ne pas prendre de médication. Tu sais, je pense que c'est aux médecins d'évaluer la personne. Allez voir vos médecins. Moi, en tout cas, mon médecin, je ne l'ai jamais assez remercié. Elle a normalisé ça. Puis, ça m'a fait extrêmement du bien. Fait que, regarde, il faut arrêter d'écouter les autres, là, parce que chaque cas est unique. Chaque cas est unique. Il y en a que je le prescris la première rencontre parce que je vois qu'ils n'ont pas d'outils, puis qu'ils sont à bout. Mais là, il faut que je leur donne un petit réserve d'énergie là, pour qu'ils puissent faire le travail puis, tu sais, avoir la motivation d'aller s'entraîner. Fait que là, je commence la médication. Mais les gens, tu sais, que j'ai encore un petit peu de réserve, bien, c'est sûr que je vais, tu sais, bien plus... Parce qu'à long terme, là, c'est la psychothérapie, là, qui va aider. Oui. Mais là, le problème, c'est qu'on n'en a pas. Il n'y en a pas. Puis quand tu es dans un état d'agitation puis tu n'es pas calme, c'est dur de se faire traiter aussi. Exactement. Puis après ça... moi, j'ai manqué 3 mois de travail. Si j'avais accepté, là, j'ai souffert longtemps avant, peut-être que ça aurait été différent. Fait que c'est dur d'arrêter puis recommencer. Bref, imagine, puis je suis passionnée de mon travail. Là. Fait que, si j'avais été dans un travail que j'aimais pas, ça aurait été encore plus difficile. Mais il faut arrêter. Tu sais, c'est la semaine de la santé mentale. Là. Je pense que le lundi, c'était la journée de la santé mentale. Il faut en parler, il faut normaliser. Tu sais, des fois, je le dis à mes patients, tu sais, surtout quand l'argument, c'est « Ah, mais je veux pas avoir l'air d'un zombie. » Hey, lâchez-moi ça, là. On n'utilise plus des médicaments qui nous rendent zombies. Moi, puis toi, on n'a pas l'air zombie. Non, c'est ça! Je suis comme, j'ai-tu l'air zombie, là? Moi, je prends ça tous les jours, là. Comment, tu sais? C'est mon happy pill, là. Tu sais, c'est ce qui fait que je suis capable de vivre en société, là, puis que j'arrache pas des têtes à tout le monde. Puis oui, il faut en parler. Puis, tu sais, ma mère, elle m'avait dit, quand je l'ai dit sur les réseaux, je me dis, OK, je vais profiter du following que j'ai pour le dire. Puis ma mère, elle avait pas super aimé ça. Puis elle m'avait dit, j'ai peur que le monde s'accroche à toi, puis que le monde t'écrive. Puis, tu sais, elle trouvait que... Puis je parlais quand j'étais fragile, là. Pendant que j'ai jamais rien mis sur les réseaux parce que j'étais focus sur moi, là. Je parle après, là. Puis j'ai dit à maman, je suis prête à recevoir. Tu sais, rendue là, je suis prête. Puis il y en a plein qui m'ont écrit, merci, je me sentais comme toi. Si toi, tu te sens comme ça, on dirait, je me dis, Émilie, tu sais, la femme forte entrepreneur, ça l'a tellement inspiré les gens. Puis je me dis, il y en a une qui dit, je suis allée chercher de l'aide, ou tu sais, comme, my God, faut tellement pas garder ça dans nous. Fait que moi, je me dis, oui, si tu as des gens qui te suivent ou que tu inspires les autres, par exemple, parce que ça peut arriver à tout le monde. Oui. Ben moi, je suis un livre ouvert, j'ai tout le temps tout partagé. Puis à un moment donné, je me sentais mal. Je suis comme, Ingrid, essaie de te garder, tu sais, un petit jardin secret, tu sais. C'est cute, là, je trouve ça beau, les gens qui ont un jardin secret, là. Mais, tu sais, encore une fois, il faut que j'accepte qui je suis, puis ben j'essaie de le mettre à profit pour aider les gens, tu sais. Ben regarde, moi, je parle de mes pertes urinaires quand je fais des double under, puis, tu sais, je fais caca, puis, tu sais, je suis reconnue pour parler ouvertement, tu sais, des organes génitaux et des liquides corporels, puis de la santé mentale, puis, tu sais, j'essaie de défaire ces tabous-là parce que je pense que c'est ça. Ça aide les gens. Merci d'être toi, puis d'être dans l'entourage des sportifs, d'être accessible. Tu sais, on dirait qu'on voit un médecin. Je sais pas, automatiquement, quand tu es médecin, tu es comme dans un monde à part. Puis moi, je te considère dans notre monde. Fait que
Merci, je suis certaine que les gens vont avoir apprécié de t'écouter puis de te voir si humaine. On a besoin de plus de médecins comme toi. Et je ne peux pas l'oublier, il faut que je remercie quelqu'un. Stéphane Castleman qui nous prête ses super locaux. Donc, Stéphane Castleman, courtier immobilier Remax, merci pour les locaux pour le podcast. Alors, merci Ingrid. Merci, Émilie. Puis on se revoit au prochain podcast. Merci tout le monde. Bye.